Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les actualités du passé, une émission où on lit la presse du passé. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'année 1926 et plus précisément à la semaine 25 1926. Je vous ai fait une petite sélection des articles qui m'ont paru les plus intéressants. Donc on va d'abord commencer par faire une petite revue de presse des différents articles. Au sommaire de cette revue de presse, on a 6 articles. Celui qu'on détaillera plus en détail, c'est le tout premier qui parle de féminisme, un féministe qui s'ignore, publié au Phare. Et ensuite, on s'intéressera à un article qui m'a fait marrer, c'est un écrivain américain qui fait une prédiction sur la manière dont les femmes s'habilleront dans le futur. On va voir ce qu'il en est. On a aussi une publicité qui nous parle de pilules pour maigrir. Je trouvais ça intéressant qu'en 1926, on s'intéresse à la question de savoir est-ce qu'on peut avoir des pilules pour maigrir. Un article qui m'a beaucoup fait rire pour un tournoi de dames, le championnat du monde de dames qui se passe à Paris, qui est écrit sur un ton assez marrant. Et enfin, un article sur l'écologie et sur la notion est-ce que Paris est respirable ou pas, est-ce que l'air à Paris est respirable. C'est très intéressant qu'on se pose la question en 1926. Un féministe qui s'ignore donc, c'est un article paru dans le Phare de la Loire le 20 juin 1926, écrit par Ludovic Nodo, et il va nous parler d'un autre article écrit par Clément Vautel dans le Journal, qui est un autre journal de l'époque. Et Clément Vautel a écrit un article sur le congrès féministe qui se passe à Paris à ce moment-là. Il y a, si ça vous intéresse, sur Gallica, un article qui dit Paris 1926-2026, le centenaire du 10e congrès de l'Alliance internationale pour le suffrage des femmes. C'est donc de ce congrès que va nous parler Ludovic Nodo dans cet article. Et je vous encourage à aller voir cet article de Gallica sur le blog de Gallica qui est, ma foi, super intéressant. Alors Ludovic Nodo, dans cet article, il va commencer par dire à Clément Vautel, qui du coup se moque un peu de ce congrès, que en fait il s'en rend pas compte, mais qu'il est lui-même, Clément Vautel, féministe. Alors quels sont ses arguments pour dire ça ? Eh bien, on va commencer au 3e paragraphe. Alors le premier paragraphe, c'est ce que je viens de vous expliquer en grosso modo, et ensuite il dit « Premièrement, je demande à notre ami, à Clément Vautel, s'il oserait dire à l'heure qu'il est que tout va bien en France. Il le sait comme moi. La dépopulation nous met en péril, et nous sommes de tous les pays civilisés celui où la mortalité infantile atteint le taux le plus élevé. » Alors ça, pour commencer, ça m'a intéressé parce que je vous rappelle qu'on est 100 ans plus tard, en 2026, face à ce que certains appelleraient une crise de la démographie, c'est-à-dire que on fait de moins en moins d'enfants, et donc les populations vieillissent, à tel point que le gouvernement s'en mêle, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, il a promis d'envoyer une lettre d'ici la fin de cet été, l'été 2026, à toutes les jeunes femmes de moins de 30 ans, ou de 29 ans et moins, si je dis pas de bêtises, un courrier pour leur dire « Et ça serait super si vous faisiez des enfants ». Voilà, on est dans ce genre de politique nataliste. Donc c'est intéressant de savoir qu'en 1926, des gens prônent les arguments de la dépopulation. Nous sommes aussi dangereusement affaiblis par l'alcoolisme et par quelques autres supplémentaires fléaux. Ainsi, je retire aux routiniers cet argument commode que nous n'aurions en aucun cas besoin de rien changer à nos vieilles mœurs. Jugées par leurs résultats, elles sont médiocres. Ludovic Nodo, il nous dit, et en fait il s'inscrit face aux féministes qui est un mouvement qui aimerait changer les mœurs de la société. Ludovic Nodo, il commence par nous dire, c'est pas vrai que nos mœurs elles sont super, on a des problèmes, et en fait, regardons ce qu'on propose. Changer, mais en quoi dira-t-on les dames féministes nous proposent-elles des changements qui aient chance d'être efficaces ? Clément Vautel, lui, s'en prend aux suffragettes. Alors, point de contexte historique, on est en 1926, et les mouvements suffragettes commencent à essaimer en Europe, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir de plus en plus d'endroits en Europe où les femmes obtiennent le droit de vote. En France, ça n'arrivera que bien plus tard, si je dis pas de bêtises, 20 ans plus tard. Vous voyez, donc là, on est passé vite fait sur l'article Wikipédia du droit de vote des femmes pour voir un peu la chronologie du droit de vote des femmes. Et on peut voir que à partir de 1893, il commence à y avoir des pays où le droit de vote des femmes apparaît. Et puis ensuite, 1913, Norvège, Danemark 1915, l'État de Washington, la Californie, l'Arménie en 1918, les Pays-Bas, Luxembourg, l'Allemagne, toute l'Europe centrale, l'Albanie, le Liban, le Royaume-Uni, l'Équateur. Bon, on est dans un moment où le droit de vote des femmes apparaît un peu partout dans le monde. Et en fait, la France, il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc en 44, pour le premier vote, il me semble, en 45. Et donc les droits de vote des femmes en France, il faudra attendre 44 pour l'avoir, pour pouvoir l'exprimer pour la première fois en 46. Et alors les arguments français anti-vote des femmes sont assez intéressants à l'époque, parce que alors il y a
plein de raisons qui valent ou qui valent pas, mais globalement, il faut comprendre que la France au début du XXe siècle était très 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 anticléricale contre l'Église. Les politiques avaient peur de la présence de l'Église et ils avaient peur qu'à travers les femmes qui étaient plus dévotes, l'Église puisse s'immiscer dans les affaires publiques. C'est l'argument que donneront des hommes pour ne pas donner le droit de vote aux femmes, bien entendu. Cela étant dit, les communistes étant les grands vainqueurs politiques de la Seconde Guerre mondiale, ils feront du vote des femmes un pilier de leur programme politique. Et à la Libération, ce sera fait en France. Mais en tout cas, dans les années 20, là en 1926, là où ça nous intéresse, c'est une notion qui fourmille partout en Europe. Quoi encore, les suffragettes ? Il paraît croire que si les femmes obtenaient le droit de voter, tout s'arrêterait là. Ils croient qu'elles veulent voter pour voter. La question est infiniment plus profonde. Notre ami fait, dès l'abord, une critique sévère et définitive de son propre raisonnement quand il écrit. Ici, Ludovic Nodo cite Clément Vautel. Les suffragettes rencontrent leur plus véhémente, leur plus sarcastique adversaire dans leur propre sexe. Elles se heurtent à Célimène qui leur répond « Je gouverne les hommes qui croient gouverner », à Dorine qui hausse les épaules en s'esclavant « Vous me faites rire avec vos sornettes ». En France, la femme est maîtresse chez elle et sa vraie république, c'est son ménage. Ok, donc ça c'est ce que dit Clément Vautel. Et maintenant, Ludovic Nodo va répondre. Alors avant de lire la réponse de Ludovic Nodo, j'aimerais vous s'arrêter sur les deux photos qu'on voit. À droite, on a Régine Fleury, qui est une artiste parisienne de music-hall assez célèbre. Vous recommande sa page Wikipédia qui est intéressante. Qui vient de se donner la mort. Elle a probablement été victime de violences sexuelles, même si on n'a pas vraiment de preuves à l'époque. Donc elle s'est suicidée à Londres. Raquel Meller, qui est actuellement aux États-Unis et qui touche un cachet de 160 000 francs par semaine. Je crois qu'il voulait vraiment mettre en avant des femmes, des figures de femmes fortes dans cet article en 1926. Je trouve ça assez intéressant, moderne, voilà, dans l'approche de la chose. Revenons à la critique de Ludovic Nodo de Clément Vautel. Premièrement, un ménage où il n'y a pas d'enfant n'est pas un ménage et Dorine n'a guère le droit d'en parler comme elle le fait. Que si elle élève 3 ou 4 marmots. Donc là, on est sur un argument, et c'est là où c'est intéressant de voir où s'arrête la pensée de Ludovic Nodo, hein, c'est de dire, attention, vous avez le droit de parler en maîtresse de ménage, je sais pas comment le dire exactement, que si vous élevez des enfants, c'est hyper essentialisant comme une vision de la femme étant quelque chose qui doit faire les enfants. On y reviendra plus tard dans l'article, c'est intéressant de le voir. Quant à la sotte Célimène, on peut voir l'argument sotte, qui est déjà assez violent aussi. Elle n'a pas voix au chapitre. Molière a bien... Donc Célimène est un personnage du misanthrope, si je dis pas de bêtises. Molière a bel et bien voulu personnifier en elle un type de femme détestable. Le plus grand service que cette évaporée puisse rendre au féminisme, c'est de ne jamais s'en mêler, de ne jamais se prendre sa défense et de s'adonner exclusivement à ses galanteries. Alors voilà, c'est là où on voit qu'on est en 1926 et que c'est chaud quand même. Vous comprenez les problèmes que ça veut dire. Si comme vous le dites, en France, le féminisme n'avance pas, tandis qu'il avance formidablement dans tous les autres centres de civilisation, c'est ce que je vous disais, partout fleurit les notions du droit de vote des femmes, d'avancée sociale pour les femmes. C'est précisément, ne le voyez-vous pas, qu'une multitude de femmes croient s'être suffisamment émancipées quand elles ont imité notre insignifiante Célimène. Les Françaises, écrivent-elles, dans leur immense majorité restent muettes quand les Américaines, les Suédoises, les Suissesses, etc. les invitent à crier « Nous voulons voter ». En vérité, elles n'y tiennent pas. C'est ce que dit Clément Vautel. Le Clément Vautel, il parle à la place des femmes en disant « Non, les femmes ne veulent pas voter ». Elles n'y tiennent pas. Donc là, on voit que Ludovic Nodo ne remet pas en question la pensée de Clément Vautel sur le fait qu'elles n'y tiennent pas. Il dit « Ah bon, mais pourquoi est-ce qu'elles n'y tiennent pas ? Mais qu'est-ce que cela prouve ? Simplement que la plupart n'ont encore rien compris à ce que pourrait signifier une amélioration de l'organisation sociale. » Donc là, Ludovic Nodo dit « Les femmes n'ont pas compris. » Donc là, vraiment, c'est là où c'est intéressant de voir qu'on est sur un débat d'un homme qui répond à un homme, et que moi je suis un homme qui critique un homme qui répond à un homme. C'est avant tout, ne nous trompons pas sur la signification réelle du féminisme, c'est avant tout la création d'une morale appropriée au temps présent. Moi j'aime bien cette phrase, je trouve qu'elle est assez moderne et qu'elle peut toujours s'appliquer aujourd'hui. La signification réelle du féminisme, c'est avant tout la création d'une morale appropriée au temps présent. Je pense qu'on est toujours à la recherche d'une morale appropriée, donc ce qui est faisable en société, ce qui est ok en société. Et là-dessus, je trouve ça intéressant. Mon éminent ami sait-il que, sans contredit, la France est aujourd'hui l'un des pays où la femme est le moins respectée, le moins défendue. Sait-il en outre qu'à Paris, certaines salles d'hôpitaux sont toute l'année encombrées de filles qui sont livrées à des manœuvres anticonceptionnelles et qui sortiront de là estropiées pour toujours. Que peut faire à cela, en effet, Célimène avec ses fanfreluches, ses œillades, son babil frivole. S'il le faut, elle se tirera d'affaire, elle, grâce à l'appui d'un riche protecteur.
Donc on a déjà là la notion, la compréhension en 1926 du problème de l'avortement et de la contraception. Et il y a aussi un aspect position sociale, c'est-à-dire que une femme bourgeoise ou aristocrate comme Célimène, elle aura pas de problème tant que ça parce que elle s'en sortira grâce à l'appui d'un riche protecteur. Les autres, eh ben c'est la galère quoi. Laissez-nous tranquilles, ô Célimène. Le féminisme sérieux, je l'ai déjà dit, n'a que faire des coquettes spirituelles, des professionnelles beauté, des étoiles, des femmes à barbe, des danseuses nues, des célébrités bien parisiennes et des spécialistes de la pornographie féminine. Tout ce monde pailleté, faisandé et galant doit rester étranger au féminisme. Alors, on a évolué, je crois, là-dessus, en disant que c'est quand même un truc hyper inclusif et que tout le monde est bienvenu, mais que effectivement, j'ai l'impression qu'il veut dire qu'on doit parler pas que de ce qui est visible, mais que le féminisme doit s'intéresser à toutes les femmes, quoi. Après, c'est toujours homme, hein, voilà. Qu'est-ce donc que le véritable féminisme ? On y arrive et attention, c'est pas piquer des hannetons, c'est la reconnaissance de cette vérité tragique que la créature féminine, livrée à elle-même, est très souvent une victime, une proie. Intéressant de voir ça écrit, encore une fois, il y a 100 ans. Protégez la femme pauvre et vous protégez en même temps ses enfants, ce qui revient à dire que vous protégez la nation. Voilà le point capital. Et là, on voit que ça a été écrit il y a 100 ans. Hein, c'est-à-dire... bien sûr qu'il ne faut pas protéger la femme pauvre parce que vous protégez ses enfants, il faut protéger la femme pauvre parce que c'est un être humain et qu'il faut protéger les êtres humains, quoi. C'est tout. Le fait de voir la femme comme étant la mère des enfants, mais c'est pas son rôle de la société, c'est simplement un citoyen comme un autre. À l'époque, les femmes n'ayant pas le droit de vote n'étaient pas considérées comme des citoyens comme les autres, au sens où elles n'avaient pas le même rôle dans la cité. Or, les législateurs masculins, surtout en France, ne se sont jamais donné la peine d'organiser la sauvegarde de la femme. Intéressant aussi comme point. Il faut donc désormais dans les parlements un certain nombre de législatrices capables de représenter les millions de femmes qui, bel et bien, vous l'oubliez trop, gagnent leur vie à la sueur de leur front. Voilà, il faut que le Parlement soit représentatif aussi de cette partie de la population. Ces représentantes réclameront pour l'ouvrière un salaire suffisant. Au nom de la justice et de la sauvegarde de l'État, elles exigeront une stricte recherche de la paternité. Elles voudront que soient secourues rationnellement les filles mères, elles demanderont qu'une surveillance rigoureuse soit exercée sur toutes les institutions où des orphelins et des enfants trouvés sont recueillis. Elles s'opposeront vigoureusement à l'étalage dans les rues de cette imagerie crapuleuse qui, de nos jours, déprave nos adolescents. La députée féministe agira tout simplement dans l'État en bonne mère de famille, les hommes eux aussi y gagneront. Alors avant la dernière phrase, c'était intéressant de voir cette idée mais ce qui est une idée de représentativité, hein, c'est comme ça qu'est pensée la représentativité, c'est si ce sont des gens qui nous ressemblent, qui nous représentent, alors ils se battront pour les combats qui nous animent. Et donc évidemment comme... les femmes sont une partie de la population, elles doivent être représentées parce qu'elles seront leurs représentants, agiront pour leur intérêt, on peut le voir comme ça. Après, est-ce que ça veut dire que les femmes voteront pour des femmes ? Non, on voit bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est là où est un peu la nuance là-dedans. Hein. Après, la vision de la députée comme une bonne mère de famille, on est en 1926, les mentalités avancent au rythme où elles peuvent avancer. Voilà pourquoi, mon cher Clément Vautel, je dis que vous êtes un féministe qui s'ignore, puisqu'il y a incontestablement en vous l'âme d'un philanthrope et d'un moraliste. Donc là, maintenant, il repasse la pommade après avoir dit à Clément Vautel « Oh, tu te trompes, mon gars !» À la fin, il lui dit « Hey, quand même, mec, t'es un mec bien, alors puisque t'es un mec bien, pense comme moi, en fait. » Voilà. Et maintenant, si vous venez me dire qu'en France, où l'on songe surtout à s'amuser, il y a peu de chances qu'un si austère programme puisse se réaliser, alors je vous réponds que c'est tant pis. La France de 1926, croyez-le, est en présence de difficultés, de périls tels qu'il lui faudrait souhaiter le gouvernement d'un Alceste. Car après tout, relisons le Misanthrope, dans le débat entre Célimène et Alceste, c'est Alceste qui a raison, et s'il fait scandale, c'est tout simplement parce qu'il prétend être honnête homme. Bon, j'ai pas la ref exacte sur le débat Alceste. Célimène dans le Misanthrope, si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. En tout cas, voilà, je trouvais ça intéressant de vous montrer un article qui parle de féminisme en 1926 dans les journaux, et de voir qu'il y a les graines déjà de ces pensées qui sont là. Ok, pour continuer sur ces histoires de féminisme, un article publié dans la presse, très court, qui est une citation, ou plutôt une pensée qui date du 15 juin New York, d'un auteur qui s'appelle Booth Tarkington, qui vient de prédire la disparition des jupes. Voilà, ces vêtements ne feront plus partie de l'habillement féminin. L'écrivain appelle ce vêtement une relique, un souvenir de l'ancien temps. Il n'y a pas de véritable raison, écrit Monsieur Booth Tarkington, pour que les jupes continuent d'exister. J'espère bien voir l'époque où hommes et femmes porteront sensiblement les mêmes vêtements. Il n'y a de raison de pudeur qui puisse valoir contre la stricte égalité, à quoi seront tenus prochainement les hommes et les femmes. C'est un peu marrant, ça fait un peu écho à l'article d'avant, l'égalité homme-femme.
Ce qui s'est passé, c'est un truc plus intéressant, c'est que les femmes portent des jupes si elles ont envie, des pantalons si elles ont envie, elles s'habillent comme elles veulent, et pour les hommes, il se trouve que c'est pareil. Voilà. Ok, un nouvel article qui m'a fait marrer la semaine 25 en 1926, c'est un article sur le tournoi de dames de championnat du monde. Je sais que les dames, c'est comme les échecs, même si c'est moins populaire, ou le Go. C'est un sport cérébral qui se joue toujours, et il y a toujours des championnats du monde, des compétitions de dames. Et en 1926, le championnat du monde se déroule à la Sorbonne, à Paris. Et là, on a quelqu'un qui, pour le journal, relaie l'événement, et on sent bien quand il l'écrit qu'il est un peu saoulé. Alors il y a deux choses intéressantes dans la manière dont il l'écrit. On va le lire rapido. Donc tout près de l'Auster-Sorbonne, deux hommes disputent depuis hier le matin un championnat du monde de dames organisé par la Fédération de damistes française. Ils devront jouer 10 parties à raison de 2 par jour, en sorte que le résultat final sera connu le 20 juin. Cela se passe au premier étage d'une académie de jeu, une petite pièce exiguë et mansardée. Les deux joueurs, Monsieur Bizot, le tenant du titre, Monsieur Fabre, challenger, champion de France, sont assis de chaque côté du damier posé sur une table à tapis vert, près d'eux les arbitres. Au mur, un écriteau dit « Observez le silence » et en effet, on l'observe religieusement au point qu'on se croirait dans une chambre de malade. Le mec se fait chier, il est pas content de voir ça. Lorsque des gens parlent trop fort de l'autre côté de la porte, un arbitre l'entrouvre et dit « Chut ». Le courant d'air apporte alors le bruit clair des billes de billard entrechoquées au rez-de-chaussée, mais la porte est refermée. Et on n'entend plus que le tic-tac d'une pendule et le crissement de pions sur le bruit carrelé du damier. Le buis carrelé du damier. Crissement rare d'ailleurs, car les coups ne se renouvellent qu'à de longues intervalles d'au moins 10 minutes. Et alors ce qui me plaît aussi, c'est que, voilà, Monsieur Stanislas Bizot est grand, blond et mince, Monsieur Marius Fabre est gros, rouge et frisé. Ce à quoi il rajoutera un peu plus tard, Monsieur Bizot, qui joue les blancs, rejette de temps en temps son feutre en arrière, appuie sa joue gauche dans le creux de sa main, de même que s'il souffrait d'une dent, et mijote un coup terrible. Monsieur Fabre, qui sue un peu en raison de son embonpoint, se gratte la tête ou croise les doigts sur le rebord de la table comme s'il allait prononcer une oraison admirable. Et là on voit une photo d'eux. Je trouve ça intéressant, la manière dont il les décrit, l'un grand, blond, mince, et l'autre gros, petit, frisé. Je sais pas si on se permettrait ce genre de description et cache, notamment sur la morphologie des joueurs. En tout cas, voilà, c'est Émile Condroyer qui nous a suivi ça. Merci Émile. Toujours dans le journal, une réclame qui m'a fait marrer, donc une publicité, vous pouvez maigrir, pilule Galton, hâtez-vous si vous ne voulez pas que la graisse vous envahisse, vous condamnant à un martyre physique et moral. Pénétrez-vous bien de cette idée, l'obésité n'est pas une calamité incurable à laquelle il faut se résigner. Contre cette maladie, il existe un remède efficace, fidèle et toujours sans danger. Les pilules Galton. Ces pilules agissent immédiatement sur la graisse superflue des joues, de la nuque, du dos, des hanches, du ventre, etc. À base de plantes, elles sont non seulement inoffensives mais bienfaisantes pour la santé. Ne vous résignez donc plus au martyre de l'obèse. Vivez comme tout le monde puisque vous pouvez retrouver sveltesse, santé, jeunesse, tout simplement en prenant les pilules Galton. Je trouve ça intéressant que ce genre de publicité existe déjà il y a 100 ans, figurez-vous. Aujourd'hui, il y a tout un débat là-dessus avec l'apparition de l'Ozempic, qui permet qu'on donne aux États-Unis maintenant, qu'il y a un coupe-faim. En fait, l'histoire des pilules et des médicaments miracles contre la graisse remonte à loin, apparemment. Voilà, ça me faisait marrer. Et encore dans la presse, un article qui m'a interpellé parce que c'est vraiment un sujet actuel, on le mesure beaucoup aujourd'hui, pour que l'air de Paris devienne respirable. D'ailleurs, si vous avez une application météo, par exemple, elle vous dira le taux de graminées dans l'air pour savoir à quel point l'air de votre ville est respirable. On se posait la question en 1926 aussi, voilà, et c'était un sujet qui apparaissait dans la presse pour que l'air de Paris devienne respirable, se basant sur la récente communication faite à l'Académie des Sciences par messieurs d'Arsonval et Borda sur la détermination du degré de souillure de l'atmosphère et sur le problème si grave de la pollution de l'air dans les grandes villes. Monsieur Fernand Laurent voudrait que l'on se préoccupe d'assainir l'air parisien, que l'on se préoccupe pas. Une expérience faite au Palais Royal au mois de février dernier a démontré qu'il y avait 12,87 g de poussière par mètre carré. On ne sait pas bien ce que ça veut dire aujourd'hui, ça nous paraît assez étrange ce taux de poussière au mètre carré, mais on imagine que c'est des particules fines, peut-être qu'on appellerait ça des particules fines aujourd'hui. En banlieue, la situation n'est pas meilleure puisqu'à Vitry, il a été enregistré 1,592 kg de poussière par mètre carré. Là, j'ai l'impression qu'il y a une erreur dans l'article. Ces constatations soulignent l'urgence qu'il y a intervention pour remédier à cet état de choses. Ainsi, le conseiller d'Auteuil va-t-il demander que l'on envisage l'établissement d'une réglementation cohérente et efficace afin de protéger la santé publique. Pour y parvenir, il faut d'abord bien connaître les textes existants. C'est pourquoi il sollicite, voilà, donc il veut qu'on discute, que les assemblées discutent de ce sujet. Il l'invite à faire connaître les mesures qu'elle entendrait entreprendre pour combattre le danger signalé par les savants. Et donc cette notion de les savants alertent sur des problèmes environnementaux, de société, de climat, il faut s'y intéresser et
entreprendre des mesures pour combattre le danger qu'il signale, ça fait évidemment penser au GIEC, au réchauffement climatique, etc., etc. Et donc on voit une sorte de recommencement. Voilà, c'est pas la première fois que dans l'histoire et que des savants disent oh là là, attention, il se passe des choses, et on voit bien l'efficacité politique que ça mène, même si aujourd'hui on réglemente, et Paris, notamment, qu'on le veuille ou non, et qu'on peut attribuer ce qu'on veut à Anne Hidalgo, on sait que l'air et la respirabilité de l'air de Paris s'est bien amélioré dans les années 2010. Est-il arrivé au niveau de 1926 ? Je ne le sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant. Voilà, c'est tout. Merci de m'avoir suivi pour cette petite revue de presse rapide des articles de la semaine 25 de 1926. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez la cloche. On se retrouve en live sur Twitch, le lien est dans la description. Vous n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos. Je referai une petite vidéo comme ça pour 51, pour 2001 et pour 2016 de la semaine 25 cette semaine. N'hésitez pas à les liker. À bientôt, tchuss!